La plupart des gens qui commencent à investir font exactement la même erreur. Ils ouvrent leur courtier, ils tapent S&P 500, une liste apparaît. Amundi, BNP, iShares, SPDR, les noms se ressemblent, les logos sont différents, et au fond, ils ont aucune idée de ce qui les distingue vraiment. Alors, soit ils cliquent au hasard, soit ils ferment l'appli en disant qu'ils y reviendront plus tard. Perso, j'ai fait un peu la même chose pendant un bon moment. Sauf que j'ai pas envie de finir à la retraite à 75 ans, alors j'ai fini par creuser. Et j'ai découvert un truc que personne dit clairement. Toutes les vidéos les plus vues sur le sujet, les mieux produites, les mieux expliquées, elles te parlent de SPY, de VOO, IVV, c'est des fonds américains. Sauf que toi, depuis la France, sur ton courtier habituel, tu peux quasiment pas les acheter. C'est lié à la réglementation européenne, on y reviendra dans 2 minutes. Dans cette vidéo, on parle des vrais ETF S&P 500, ceux qui sont accessibles depuis la France, comment les comparer et lesquels choisir selon ta situation. Reste bien jusqu'à la fin, parce que le point le plus important, c'est celui qui peut te faire économiser des milliers d'euros. C'est pas celui peut-être auquel tu t'attends. Alors pourquoi tu ne peux pas acheter du SPY, du VOO depuis la France? Donc tu auras une vidéo YouTube sur les ETF S&P 500. La vidéo, pas de souci, elle est bien faite. On va te parler de SPY, VO, IVV. Tu vas noter les noms, tu ouvres ton courtier et tu les cherches. Mais tu les trouves pas. Voilà pourquoi. Alors en fait, depuis 2018, il y a une réglementation européenne qui oblige tous les fonds distribués en Europe à fournir un document standardisé qu'on appelle le KYD. C'est une fiche qui résume les risques, les frais, les performances dans un format qui est réglementé. Les ETF américains comme le SPY ou le VOO ne fournissent pas ce document. Ils sont conçus pour le marché américain, pas européen. Résultat, les brokers comme DeGiro, Trade Republic ou Boursorama n'ont légalement pas le droit de te les proposer. C'est pas un bug, hein, c'est pas un oubli, c'est la loi, c'est comme ça. Donc la bonne nouvelle, c'est que des équivalents européens sont tout aussi solides et parfois même moins chers. C'est ce qu'on va voir maintenant. Juste avant de passer à la suite, si jamais cette vidéo te plaît, tu peux la liker, et si tu veux découvrir les prochaines vidéos, n'hésite surtout pas à t'abonner. Allez, on reprend. Alors, les 4 critères qui font vraiment la différence. Maintenant qu'on sait pourquoi les ETF américains sont hors jeu, voyons comment comparer les ETF européens entre eux. C'est là où la plupart des gens vont se perdre. Ils voient 5 noms différents, 5 logos différents, et ils choisissent au hasard. En réalité, il y a 3 critères concrets à regarder, pas 15. Premièrement, les frais annuels, le TER. C'est ce que tu paies chaque année au gestionnaire pour qu'il maintienne l'ETF. Sur les ETF S&P 500 européens, ça va de 0,03% à 0,15% par an. 0,03% par an, ça paraît ridicule, et sur un an, c'est effectivement presque rien. Mais sur 20 ans, avec les intérêts composés, la différence devient très concrète, on y reviendra. Secondement, capitalisant ou distribuant. Les entreprises du S&P 500 versent des dividendes. La question c'est, qu'est-ce qu'on en fait? Capitalisant, ça veut dire que les dividendes sont automatiquement réinvestis dans le fonds. Ton capital grossit plus vite sans que tu fasses rien. C'est l'effet boule de neige. Distribuant, les dividendes sont versés en cash sur ton compte. Ça peut sembler sympa, sauf que sur un CTO, ils sont fiscalisés immédiatement à 30%. Tu payes des impôts sur l'argent que tu aurais pu laisser composer tranquillement. Troisièmement, est-ce que c'est éligible au PEA ou non? C'est probablement le critère le plus important pour toi en tant que Français, et celui que les vidéos américaines ignorent totalement. Je lui consacre un blog entier juste après, parce qu'il mérite vraiment qu'on s'y arrête. Alors, les ETF S&P 500 concrets disponibles en France. Là, on va rentrer dans le concret. Voilà ce que tu peux vraiment acheter depuis la France sur les brokers classiques sans te prendre la tête. Alors, sur le PEA, tu as 2 références qui sont solides. L'Amundi PEA S&P 500, capitalisant avec 0,15% de frais, qui est éligible PEA et dispo sur la plupart des brokers français. Tu as le BNP Paribas Easy S&P 500, il a les mêmes frais, capitalisant et environ 30€ la part. Il est très accessible pour commencer à investir progressivement. Alors concernant le CTO, donc le compte titre ordinaire, le SPDR S&P 500, UCITF ETF est à 0,03% de frais par an. C'est probablement le moins cher du marché européen sur cet indice. Il est capitalisant avec 6,5 milliards d'encours. Alors, maintenant soyons clairs sur un point qui est essentiel. Ces fonds font tous la même chose. Sur 20 ans, leurs performances seront quasiment identiques.
La vraie différence, c'est pas lequel tu choisis, c'est où tu te loges. Et ça peut changer des milliers d'euros. Alors, le prix d'une part ne change rien à ta performance. On va faire une petite parenthèse rapide avant d'attaquer la fiscalité, parce que c'est une question qu'on peut voir souvent sur des commentaires de manière générale. Donc, est-ce que l'ETF à 30 euros la part, c'est moins bien que celui qui est à 300 euros? Eh ben non, pas du tout. Le prix d'une part ne te dit absolument rien sur la qualité d'un fonds. Exemple concret, tu as 1000 euros à investir, tu le mets dans deux ETF S&P 500 identiques, même indice, même performance. Le premier est à 30 euros la part, le second à 300 euros. Tu achètes donc 33 parts du premier et 3 parts du second. Un an plus tard, les deux ont progressé de 10%, admettons. Résultat dans les deux cas, plus 100 euros. Exactement pareil. Le nombre de parts est différent, mais la performance en euros est identique. Ce qui compte, c'est pas le prix d'une part, c'est la performance du fonds sur le long terme, ses frais et l'enveloppe dans laquelle tu le loges. Point suivant, et c'est le plus important de la vidéo. Alors PEA vs CTO, la fiscalité qui change tout. On y est, c'est le bloc le plus important de la vidéo selon moi. Et je dis pas ça pour faire du cinéma, je le dis parce que c'est littéralement le point qui va avoir le plus d'impact sur ce que tu vas réellement garder dans ta poche dans 20 ans. C'est aussi le point que 90% des vidéos YouTube sur le ETF ignorent complètement. Parce que souvent les créateurs sont américains et que c'est pas un sujet qu'ils ont à traiter du coup. Alors premièrement, le PEA, le plan épargne en action. Si tu gardes ton PEA ouvert pendant au moins 5 ans, la fiscalité devient très avantageuse. Sur tes plus-values, tu ne paies que 17,2% les prélèvements sociaux. L'impôt sur le revenu, qui est normalement de 12,8%, disparaît complètement. Alors le CTO, donc le compte titre ordinaire, là c'est différent. Chaque fois que tu réalises une plus-value, tu paies la flat tax, 30% fixe. Peu importe depuis combien de temps tu investis, peu importe si c'est dans 5 ans ou dans 25 ans, c'est 30% point. Exemple concret. Tu as généré 10 000 euros de plus-value. Bravo au passage. Sur un PEA, tu paies 1720 euros. D'impôt, il te reste 8280 euros. Sur un CTO, tu paies 3000 euros d'impôt, il te reste 7000 euros. Différence, 1280 euros qui restent dans ta poche. Sur une seule plus-value réalisée. Maintenant, imagine ça dans 20 ans, sur 20 ans de DCA mensuel, avec un capital qui a eu vraiment le temps de grossir. La différence va devenir très très concrète. Alors, deux petites précisions importantes avant de passer à la suite. Le PEA a une limite de versement à 150 000 euros. Au-delà, tu vas basculer sur un CTO ou une assurance vie de toute façon. Et certains ETF S&P 500, notamment les moins chers du marché européen, ne sont pas éligibles au PEA. C'est pour ça que savoir ce que tu achètes et où tu te loges, c'est indissociable. Alors, l'impact des frais sur 20 ans. On a parlé des frais tout à l'heure, 0,03%, 0,15%. C'est des chiffres qui semblent anecdotiques. Alors pourquoi tout le monde insiste là-dessus? Parce que les frais, c'est silencieux, ils se prélèvent automatiquement, progressivement, sans que tu les vois jamais sortir de ton compte. Et c'est exactement ce qui les rend dangereux sur le long terme. Exemple concret, tu investis 200 euros par mois depuis 20 ans, rendement moyen de 10% par an, on va dire, ce qui est cohérent avec l'historique du S&P 500. Alors avec 0,03% de frais, comme le SPDR qu'on a vu, tu gardes presque la totalité de la performance, les frais sont tellement bas qu'ils n'ont quasiment aucun impact visible. Avec 0,50% de frais, ce qu'on peut trouver sur certains fonds moins bien négociés, notamment en assurance vie, tu perds plusieurs milliers d'euros sur la durée. Pas en un coup, mais silencieusement, chaque année, cet argent-là va dans la poche du gestionnaire et pas dans la tienne. Sur un an, la différence te fera sourire tellement elle est petite, mais les intérêts composés font quelque chose de brutal avec le temps, ils amplifient absolument tout, le bon comme le mauvais. Chaque centième de pourcent de frais en plus, c'est autant de capital en moins qui compose pour toi pendant 20 ans. C'est purement mathématique, c'est implacable. Alors, lequel choisir concrètement? On a fait le tour maintenant, la vraie question c'est lequel tu prends. Honnêtement, je sais que c'est peut-être pas la réponse que t'attendais, ça dépend pas vraiment du fond, ça dépend d'où tu investis. Si tu as un PEA et que tu comptes en ouvrir un, oriente-toi vers les versions éligibles PEA, Amundi ou BNP Paribas par exemple. L'avantage fiscal après 5 ans est tellement significatif que ça écrase les petites différences de frais entre les fonds. Si tu es sur un CTO, donc un compte titre ordinaire ou une assurance vie,
le SPDR à 0,03% est vraiment difficile à battre sur le critère des frais. l'iShare est très bien aussi, franchement, entre les deux, ne perds pas ton temps à hésiter trop longtemps. Ce que tu peux retenir, c'est n'achète pas 3 ETF S&P 500 différents parce que tu n'arrives pas à trancher. Je comprends l'hésitation, j'y suis passé, mais tu auras juste 3 lignes qui font exactement la même chose dans ton portefeuille. Un seul fonds, des versements réguliers, et c'est le temps qui fait le reste. C'est vraiment tout ce qu'il y a à faire. Pour terminer, si jamais cette vidéo est voir plus claire, encore une fois, tu peux laisser un petit like, ça va vraiment m'aider à continuer. Si tu as une question sur ta situation précise, un PEA déjà ouvert, un CTO, une assurance vie, un broker spécifique, n'hésite pas à la poser en commentaire. Je lis tout et je réponds à tout. Allez, à la prochaine.